Mais l'histoire a pris un virage brutal. L'arrivée de l'islam au 7e siècle, puis l'établissement du chiisme comme religion d'État au 16e siècle, ont changé à jamais l'identité de la nation. La branche chiite de l'islam, avec sa profonde vénération des chefs spirituels, les ayatollahs, et son insistance sur le martyre et la justice, a créé un système politique et religieux unique. C'est précisément ce système qui a servi de base à ce qui s'est passé au XXe siècle. Et c'est ici que nous arrivons au moment le plus dramatique de l'histoire contemporaine de l'Iran, au point de non-retour qui a divisé la vie de la nation en avant et après. Il y a seulement 50 ans, les rues de Téhéran ressemblaient à celles de Paris ou de Rome. Les femmes portaient des robes à la mode et des mini-jupes, étudiaient à l'université au même titre que les hommes, conduisaient des voitures et devenaient ministres. La vie nocturne était animée, les cinémas projetaient des films occidentaux et sur les plages de la mer Caspienne, on voyait des bikinis. C'était l'époque du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le Shah menait le pays sur la voie d'une occidentalisation et d'une modernisation rapide. Mais derrière cette façade de prospérité se cachait une réalité brutale. Son régime était autoritaire, l'opposition politique était écrasée par la police secrète Savak et les immenses revenus pétroliers enrichissaient l'élite tandis que la majorité de la population restait dans la pauvreté. Moins d'1 an après la Révolution, le hijab est devenu obligatoire pour toutes les femmes. La musique, la danse, la culture occidentale ont été interdites. Les lois ont été réécrites selon la version la plus stricte de la charia. Ainsi est née la République islamique d'Iran. La salle 641A est devenue l'incarnation physique d'une peur que beaucoup pressentaient, malheureusement pas la majorité, que nos données n'étaient pas si privées que ça. Elle a prouvé de manière troublante que le contrôle des infrastructures clés d'Internet donnait un pouvoir de surveillance sans précédent capable de s'immiscer dans la vie de chacun. Et je voulais aussi faire cette vidéo parce que la dernière fois, j'ai entendu une conversation avec mon fils, entre mon fils et des amis à lui, qui disaient que le groupe n'était pas d'accord. Et ses copains disaient que c'était du délire de penser que nos téléphones nous surveillent, nous espionnent, dites ça comme vous voulez, parce qu'ils trouvaient justement que c'était vraiment très conspirationniste. Et les autres gamins, dont mon fils, vous ne serez pas surpris, disaient que pas du tout, que tous les jours on en a la preuve, qu'il suffit qu'on parle de quelque chose et boum, ça apparaît dans moi, la dernière fois, j'étais avec des potes qui parlaient d'un truc dont je n'ai jamais cherché, dont j'ai horreur, et je me suis retrouvée avec la dose de pub maintenant à chaque fois que j'ouvre mon téléphone ou mon ordinateur, parce qu'ils étaient chez moi, qu'ils ont fait leurs recherches, que mon adresse, whatever. Moi, je trouve que cette vidéo est vraiment utile aujourd'hui, parce que s'il y en a encore entre vous qui doutent et qui ne font pas, qui ne prennent les mesures nécessaires, il est temps de vous réveiller, parce qu'il y a des antécédents qui prouvent qu'on n'est plus dans de la théorie ou dans des hypothèses. Does Google, through this phone, know that I have moved here and moved over to the left? It's either yes or no. So Google knows that I am moving over there. It's not a trick question. You know, you make $100 million a year, you ought to be able to answer that question. Does Google know through this phone that I am moving over there and sit next to Mr. Johnson? Je ne peux pas répondre à cette question. Sans plus de détails, non. D'ailleurs, petit tips, et sachez que même Bill Gates et Mark Zuckerberg le font, mettez moi je mets un petit sparadrap noir sur la caméra de mon téléphone, et je l'en mets aussi sur la caméra de mon ordinateur, et je mets des sparadraps au niveau des micros. Obstruer votre caméra de téléphone et celle de votre ordinateur, c'est déjà un bon premier pas. On sait jamais. Aujourd'hui encore, il est impossible pour un journaliste ou un citoyen lambda d'accéder à la salle 641A. Et ça, c'est très intéressant. Elle demeure une zone interdite, surveillée en permanence, sans plaque, sans panneau d'identification. Un véritable trou noir numérique dans l'architecture d'Internet. Un point d'interrogation gigantesque dans le paysage urbain de San Francisco. Est-elle vide? Est-elle toujours active? Que s'y passe-t-il exactement? A-t-elle été démantelée pour être remplacée par quelque chose de plus sophistiqué, de plus visible encore? Nul ne le sait vraiment, en tout cas officiellement. Et c'est précisément ce manque de transparence qui continue à alimenter les inquiétudes.
On est d'accord, la salle 641A fascine autant qu'elle inquiète et son histoire est bien plus qu'une simple anecdote passée. Elle est devenue un symbole puissant, le symbole d'un monde où la transparence a été sacrifiée sur l'autel d'une sécurité illusoire, où la vie privée fond comme neige au soleil face à l'omniprésence des réseaux. Elle nous rappelle brutalement que chaque interaction numérique génère des données et que ces données sont par nature vulnérables à l'interception et à l'analyse, souvent sans notre consentement. Et ça, il faut vraiment que vous le sachiez et que ce soit en conscience lorsque vous utilisez vos accès Internet, de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Mais la salle 641A est aussi le symbole d'une évolution. Peut-être que cette salle n'est plus un vestige physique, un prototype un peu trop palpable d'un système qui a évolué. Parce qu'aujourd'hui, la surveillance de masse se dissout dans les fibres optiques, les serveurs des fournisseurs de services cloud, les algorithmes d'analyse de données massives et l'intelligence artificielle. Elle est devenue totalement dématérialisée, disséminée à l'échelle mondiale et par conséquent beaucoup plus difficile encore à débusquer, à comprendre et à contester. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international. Et comme l'a rappelé... Terminez votre phrase, un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec... Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre, il est antérieur au 7 octobre, et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte, avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Il ne faut pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier. Mais est-ce que tout le monde ne va pas finalement être d'accord, même si les dommages ne sont pas considérables, pour dire l'Iran... Sur ceux qui veulent que la guerre reprenne. Ah ben, ceux qui veulent que la guerre reprenne, ils ne changeront jamais. C'est-à-dire, les pressions vont continuer. Les pressions vont continuer, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Europe, que ce soit... Voilà, il y a des fauteurs de guerre structurels aux États-Unis et au Moyen-Orient et partout, et chez nous aussi d'ailleurs. Donc, il y a ces courants qui eux font ça aussi pour des raisons de politique politicienne. C'est-à-dire, ils veulent qu'on en finisse avec Trump rapidement et qu'on puisse revenir à une politique de pure puissance, de pur impérialisme, de pur colonialisme, à vrai dire. Parce qu'on est quand même dans ça, et on devrait quand même se rendre compte de ce qui se passe. On est dans une manière de voir les relations internationales qui est totalement inadaptée à l'état du monde actuel, mais où manifestement, nombreux sont encore ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique et en Europe, s'imaginent qu'ils vont dicter les termes tout seuls des accords avec des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, enfin des pays récalcitrants globalement. Finalement, ce à quoi on assiste avec cette affaire entre l'Iran et Israël, c'est exactement la même chose, avec une matérialisation, j'allais dire une illustration différente de ce qui se produit, avec l'impossibilité pour Trump de réussir à sceller une paix durable, comme ils disent, une paix durable en Ukraine. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il continue à y avoir une ligne vraiment entre lui et Poutine. Au moins, ça discute à ce niveau-là, avec des gens un peu sérieux, quoi. Et puis en dessous, avec Ushakov, en dessous, avec
Medinsky, en dessous, bon, enfin bref, il y a quand même un certain nombre de gens sérieux, Dmitriev, bon, côté russe, et puis côté américain, il y en a aussi, Steve Witkoff sur l'Ukraine, il était quand même sérieusement plus réaliste et intelligent que le général Kellogg. Bon, malheureusement, c'est la ligne Kellogg qui l'a emporté, donc pour l'instant, c'est encore les Européens qui empêchent la paix. Concrètement, c'est quand même ça. Et les Russes qui continuent à avancer, ils viennent de saisir un gisement colossal de lithium dans l'oblast de Donetsk. Bravo, super. Grand succès, grand succès. C'est grave, il y aura des accords après avec les États-Unis. Mais il y en a, c'est déjà en cours. Non, mais c'est nous, du point de vue de nous aidons l'Ukraine, bien sûr, à survivre et à rester un pays souverain, bien sûr. Alors là, voilà, donc déjà un des 4 grands gisements qui, hop, passe côté sous contrôle russe, donc qui sera peut-être dealé avec les Américains par la suite, en effet. Et puis les Russes avancent vers Odessa. Et il y a des opérations là qui viennent de se produire. Alors je ne sais pas encore ce qu'il en est, donc c'est difficile d'en parler. Mais il se dit qu'effectivement Odessa est devenu un nid d'espions, un nid d'agents, un nid occidentaux, allemands, français, britanniques, etc. Et il se dit qu'il y aurait eu une frappe russe et qu'il y aurait quand même un certain nombre de morts, non seulement des services secrets ukrainiens, qui étaient à leur place, j'allais dire, même chez eux encore, mais aussi de Français. Voilà. Donc, à voir, à vérifier, je n'en sais rien, j'espère que c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que la pression que nous mettons sur le flanc sud ukrainien, vis-à-vis de la Russie, rencontre une réponse de plus en plus déterminée. C'est-à-dire que là aussi, on va arriver, c'est quand même affligeant de bêtises. On va arriver à une prophétie autoréalisatrice sur le thème, il voulait prendre Odessa. Ben non, il voulait pas prendre Odessa, mais au bout du compte, si vous continuez à menacer la Transnistrie via la Moldavie, via la Roumanie, là je le fais à l'envers, mais bon, ça va dans l'autre sens, et que les Russes veulent donc eux faire un petit couloir tampon, là c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, eh bien ils vont devoir aller vers Odessa, ils vont devoir contrôler ça. Et donc la mer Noire terminée pour l'Ukraine. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on cherche ? Mais qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, il restera un peu d'Ukraine pour la Pologne. Que font les états-majors ? S'ils ne comprennent pas ça, enfin bon, moi ça me rend folle, mais voilà.